à présent Elisabeth d'Angy pour son premier roman, L'Atelier du désordre, qui a été publié aux éditions du Passage en 2019. C'est tout récent. Donc ce premier roman a été nominé au Goncourt. Si je fais des erreurs, vous me reprenez. A été nominé pour le Goncourt du premier roman. Vous êtes essayiste. Vous avez écrit des essais littéraires sur Pérec, entre autres. Vous êtes une spécialiste de l'histoire de l'art. Non, ça c'est... non. Non, c'est vrai? Non, c'est vrai, je n'ai aucune compétence particulière en histoire de l'art. Je vais dans les musées, je regarde des tableaux, mais je ne peux pas prétendre à une quelconque compétence, officiellement connue en tout cas. Et pourtant, vous avez écrit un roman qui raconte la vie de René Dolomieu, un peintre célèbre pour ses portraits, un peintre de l'école de Barbizon. Donc on est à la fin du 19e siècle, c'est la fin du Second Empire, on voit le roman s'étale sur une trentaine d'années à peu près. Et vous nous racontez donc l'histoire de cet homme assez fascinante. Alors un homme modeste, au départ humble, qui aime marcher à pied dans la forêt de Fontainebleau, qui regarde les paysages, qui vit une vie relativement monotone, qui est très mélancolique. Et puis, vous allez raconter dans un rythme assez lent au départ cette vie paisible. Et puis à un moment, les choses vont s'accélérer. René Dolomieu va se retrouver au Japon, voilà, pour aller rechercher des procédés de fabrication pour la porcelaine. Oui. En fait, le point de départ de tout ça, c'est que j'habite moi-même à quelques kilomètres de Barbizon. J'habite la région de la forêt de Fontainebleau depuis des années, et c'est la rêverie sur le paysage que j'aime beaucoup qui m'a suggéré une partie des événements ou des faits que l'on retrouve dans le roman. Mais si j'ai choisi un peintre, ça n'est pas, donc, comme je vous le disais à l'instant, parce que je me targue d'une quelconque compétence en histoire de l'art, mais parce que au cours de mes propres promenades, que ce soit à pied ou en voiture, j'avais remarqué, on n'entend pas bien? J'avais remarqué des tas de toutes sortes de choses sur le bord des routes. Ça pouvait être des tas de bois, c'est fréquent en forêt, des tas de betteraves, c'est fréquent dans les champs, des tas de détritus, bon bref, des tas de toutes sortes, des choses entassées, des choses empilées. Et en fait, j'ai eu envie d'écrire sur ce thème, parce que je trouvais que ces tas étaient beaux, qu'ils prenaient la lumière, que dans leur désordre, ils exprimaient quelque chose. Et derrière ces tas, il fallait un personnage quand même, parce que c'était difficile d'écrire un roman juste sur les tas. Et c'est de là que le personnage de peintre est né, parce que c'est lui qui va créer des natures mortes par série, représentant des tas de différentes choses, d'objets tout à fait divers. Voilà, donc le point de départ du roman, c'est à la fois ma propre présence à la forêt de Fontainebleau et l'envie de trouver un personnage qui puisse être le régisseur de cet tas, en quelque sorte. Alors, dès le début du roman, vous créez un dispositif digne vraiment du manifeste du réalisme. C'est comme dans la préface de Pierre et Jean, c'est-à-dire que vous créez vraiment l'illusion du réel, puisque ça commence comme une sorte de récit rétrospectif. Voilà, vous nous expliquez qu'une maison est passée de main en main, et puis qu'un jour dans le grenier, on a trouvé une série de toiles, tout ça avec force effets de réel, ce qui fait qu'on a envie presque d'aller sur place et puis d'aller voir la maison, d'aller dans le musée, dans n'importe quel musée où il y aurait des toiles réalistes pour retrouver des toiles de Dolomieu. Et puis vous commencez presque sous forme d'enquête pour essayer de retrouver un petit peu l'histoire de Dolomieu et pourquoi il est fasciné par les tas. Puisque dans chaque tableau qu'il peint, il y a un tas de quelque chose dans un coin, il y a toujours quelque chose. Alors, au fur et à mesure du roman, on a des possibilités, on a des explications, au moins des suppositions, mais on va rentrer comme ça dans la tête du personnage et on va voir comment il crée finalement ses œuvres. Oui, en fait, il les crée surtout clandestinement parce que ce personnage, il a une vie sociale et puis il a besoin de vivre. La peinture ne lui permet pas vraiment de subvenir à ses besoins ni à ceux de la famille que peu à peu il se crée dans le roman. Donc en fait, il va beaucoup s'occuper de porcelaine. Il va être amené par les événements de sa vie à diriger une fabrique de porcelaine. Et les tableaux en général et les tas en particulier
particulier. C'est une activité un peu secrète qu'il mène dans un atelier qui est situé tout en haut de sa maison. Et je ne dirais pas qu'il en a honte, ça n'irait pas jusque-là tout à fait, mais enfin c'est une activité dont il ne se vante pas et qu'il mène un peu par rapport à lui-même. Donc il y a deux faces dans son existence. La vie sociale, les amours plus ou moins difficiles à mener, et puis la création qui est une part cachée, un jardin secret comme on dit couramment. Alors l'atelier du désordre, parce qu'effectivement dans l'atelier d'Aulmieux il se passe toujours quelque chose, il a une sorte de pouvoir de séduction, il est magnétique, alors il séduit à l'insu de son plein gré, il n'en fait pas exprès mais les femmes lui tombent dans les bras, et alors j'ai remarqué que c'est lorsqu'il peint en fait qu'il séduit. C'est dans l'atelier qu'il est le plus séduisant et que les femmes finalement viennent à lui et puis ensuite s'en vont, presque une fois que le tableau est terminé. C'est vrai que dans plusieurs cas, la séduction s'exerce par le biais d'un portrait, parce qu'en dehors des tas dont j'ai parlé tout à l'heure, il est surtout connu comme portraitiste. Et les femmes dont il fait portrait ont en effet tendance à lui tomber dans les bras sans qu'il fasse beaucoup d'efforts pour obtenir ce résultat. Mais inversement, elles le quittent rapidement, elles le prennent et elles le laissent. Donc c'est un personnage... On m'a quelquefois dit qu'il avait un caractère passif. Je dirais que c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, il est disponible plus que... il n'est pas très, très porté à prendre des initiatives. Voilà. Il se laisse prendre. C'est un personnage masculin qui se laisse prendre, bien qu'il n'y ait aucune revendication féministe derrière cette structure que j'ai choisie. Comme ça. Il est assez souple, donc il va séduire Valentine d'Auxonne, qui est la fille de M. d'Auxonne qui tient une faïencerie, une grande faïencerie. Donc il va la séduire et il va se retrouver aussi bon gré mal gré à gérer les affaires de la faïencerie et à trouver de nouveaux procédés de fabrication pour toujours sauver de la ruine cette faïencerie qui n'est pas toujours très compétitive ou qui est victime des aléas aussi de l'histoire. Oui, en fait pour moi le thème c'est la porcelaine plutôt que la faïence, parce que la fabrique de la porcelaine c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, qui me fascine, et le désordre, les choses qui s'écroulent, qui partent en poudre, c'est un thème qui est lié pour moi à la fabrique aussi de la porcelaine à partir du kaolin, donc d'une argile très fine. Et le thème de la porcelaine, j'y tenais, et il est vrai que dans le roman, il permet au personnage d'aller jusqu'au Japon à la recherche de procédés de fabrication de la porcelaine. Donc c'est un petit peu le fil conducteur qui permet d'engager ce voyage et d'introduire le thème japonais, qui est un autre des thèmes qui me tenait beaucoup à cœur. D'ailleurs, à partir du moment où d'Aulmieux va partir au Japon, le rythme du roman s'accélère, puisqu'il y a des péripéties simultanées, il se passe des choses en France, et en même temps il y a toute cette découverte au Japon de la vie japonaise, de la culture, de la politique aussi là-bas, et de la manière dont les Européens sont accueillis. Oui. Garde de vivre. Il se trouve que j'ai moi-même beaucoup d'intérêt pour le Japon et pour la culture japonaise. J'ai même essayé d'apprendre le japonais, ce qui est une opération, c'est pas simple, disons. Et donc j'avais envie d'introduire une image du Japon, ou des images du Japon dans ce roman. Mais la période qui m'a le plus intéressée, c'est précisément celle-là, celle des années 1860, où le Japon, après des siècles de fermeture à l'Occident, parce qu'on ne pouvait pas entrer au Japon, et tout commerce, qu'il s'agisse de commerce au sens économique du terme ou de commerce culturel, était impossible, et cela depuis plus des siècles. Et assez brutalement, sous des pressions politiques et économiques, le Japon a dû s'ouvrir au départ, pas très volontairement, à l'Occident, et peu à peu des Occidentaux se sont introduits et ont fait des voyages à l'intérieur du Japon. Donc j'avais envie que mon personnage fasse partie de cette expérience-là, par intérêt pour le Japon et par intérêt pour cette période-là précisément, qui est une sorte de choc culturel, puisque finalement la culture japonaise avait vécu en vase clos pendant des décennies et même des siècles. Il y a un travail documentaire, j'imagine, qui a appuyé l'écriture du roman.
Oui, je me suis intéressée à cette histoire et j'ai lu beaucoup de récits de voyageurs européens. Bon, c'est aussi l'époque de Pierre Loti, de Madame Chrysanthème et tout ça, mais je ne me suis pas contentée des textes littéraires, j'ai aussi lu des récits de voyage. C'est très très intéressant, les récits de voyage au Japon à la fin du 19e et même au début du 20e siècle encore. C'est un roman qui est écrit avec beaucoup de douceur, je trouve. Vous avez une écriture qui donne à voir, presque une écriture de la peinture. Moi, j'ai vraiment ressenti comme cela, avec beaucoup de descriptions. C'est pour ça que j'ai vraiment trouvé l'écriture réaliste dans votre roman. Beaucoup de descriptions très minutieuses des feuilles, de la couleur des feuilles, de ce qu'on ressent aussi, de l'humidité de l'herbe. On est vraiment dans une écriture qui parle au corps aussi, qui nous parle des odeurs. Et puis, à côté de cette écriture, vous avez tous ces petits détails, parfois des images à la fois très drôles, et puis on voit bien, par exemple, vous avez la description des arcs-en-ciel traverser l'horizon comme des cordes à sauter. Alors là, je suis un peu désemparée pour vous répondre, parce que il n'y a pas forcément des procédés volontaires délibérés dans ce que je fais, ça me vient comme ça. Bon, c'est vrai aussi que je retravaille beaucoup et que très souvent j'enlève. Quand je relis ce que j'ai fait, j'élague, j'enlève des phrases entières, parfois même des paragraphes et parfois même des chapitres. Donc la façon dont j'écris, elle se passe toujours en plusieurs temps et je ne maîtrise pas complètement le processus. Ça se fait. Là, je ne peux pas vous dire comment ça se passe, c'est comme ça. Vous êtes une lectrice de romans réalistes ou... Moi, je suis une lectrice de romans en général, mais en fait, pour vous dire la vérité, ce roman-là, bon, j'en ai écrit pour moi beaucoup d'autres qui ne sont pas publiés, mais celui-là est assez différent, est assez atypique dans ma production, entre guillemets, parce que d'habitude, j'écris plutôt dans un registre plus fantastique, justement. Donc, je suis embarrassée pour répondre à votre question. Bien sûr, je m'intéresse à la littérature réaliste, mais pas exclusivement, même si ce roman-là peut en donner l'impression. Les deux vont ensemble, parce que la littérature fantastique prend appui dans un cadre justement réaliste. Oui, bien sûr. Mais justement, c'est l'entrecroisement des deux qui m'intéresse d'habitude. Par rapport à ce personnage de Dolomieu, donc on va rentrer dans ses pensées assez tôt dans le roman, après ce préambule où vous nous racontez l'histoire de la maison et puis les différents héritiers, comment on passe d'Hortense aux personnes qui suivent, et on rentre comme ça vraiment dans la pensée du personnage, on rentre dans la tête de Dolomieu, on essaie de comprendre comment il fonctionne, comment lui viennent ses idées, comment il travaille. C'est quelque chose que vous avez envie de montrer, comment on crée en fait? Peut-être pas au départ, ça s'est fait en cours de route. Mais je ne sais pas si on rentre tant que ça dans les pensées de René Dolomieu, parce que pour moi c'est un personnage qui conserve et doit conserver une part importante de mystère. On ne sait jamais tout, ni sur ce qui lui arrive, il y a des zones d'ombre qui restent. Donc, en tout cas, il ne s'agit pas de braquer un flash sur le processus de création, tout au plus de donner un peu le sentiment que parfois ça se passe comme ça. En laissant une part au hasard dans la création de Dolomieu, parce que parfois, sans chercher, il a des idées qui lui viennent. Et puis, il lui arrive aussi des choses assez incroyables, puisqu'à force de plaire aux femmes comme cela, il tombe sur un personnage féminin, Marie, qui va lui causer pas mal de soucis. Oui. Alors, bon, Marie, c'est entre guillemets la méchante dans l'histoire. Enfin bon, si on veut simplifier, c'est un personnage elle ne sait pas elle-même très bien ce qu'elle veut. Elle veut que Dolomieu la peigne, fasse un grand nu d'elle, puisque ce sera le personnage d'Ève, ce sera un personnage... Sous prétexte d'un personnage biblique, il s'agit en fait de peindre un nu de Marie qui va jeter le désordre, non pas dans l'atelier, mais dans la vie du peintre et des personnages qui l'entourent. Et en fait, Marie est liée à René par une sorte d'amour-haine ou d'attraction-répulsion assez complexe. Et elle veut à la fois être peinte et ensuite elle voudra que le portrait soit détruit. Donc c'est un personnage assez sombre et assez... contradictoire, comme beaucoup de gens. Ça, à partir du moment où Marie va être
peintre par Dolmieux, l'intrigue en fait va être relancée puisqu'il va y avoir, il va se passer plein de choses. En fait, il va y avoir plein de péripéties suite à ce tableau sur plusieurs années. Et il y a Marie essaie de retrouver le tableau, Dolmieux essaie un peu de le faire disparaître ou le transformer, enfin il ne veut pas trop qu'on sache, et puis il est un peu embêté parce que finalement Marie ne l'a pas peinte une fois, et ça elle ne le sait pas. Donc on a comme ça toute cette petite enquête, et puis je me suis amusée à un moment, c'est qu'on se retrouve pas très loin d'Alençon dans votre roman. Alors, je ne sais pas si votre venue au salon d'Alençon... Ah oui, le Val de l'Hôte, c'est ça, enfin l'endroit que j'ai appelé le Val de l'Hôte, c'est effectivement c'est le manoir où habite Marie une fois qu'elle a conquis une certaine honorabilité. Oui, c'est en effet un des lieux, mais il est relativement restreint, enfin il ne joue pas un rôle. Voilà, c'est juste cité. Alors bon, quand on est d'Alençon, évidemment, on repère. Hein, vous parlez du notaire normand qui est l'ami du préfet d'Alençon. Vous voyez, je ne me souvenais même plus qu'il était ami du préfet d'Alençon. Prédestiné à venir au salon du livre d'Alençon. Sans doute. Avec donc, autour de cette enquête de l'Ève au serpent, un tableau scandaleux. Vous nous racontez aussi les expositions universelles et comment aussi les artistes entre eux essaient de céder ou de se refiler parfois des contrats parce qu'on leur demande quelque chose mais qui ne correspond pas bien à leur domaine, où ils n'ont pas le temps, où ils n'ont pas l'envie. Oui, c'était un petit peu là l'exposition universelle, c'était pour moi le plaisir de représenter l'époque et par exemple à l'exposition universelle c'est de 67 je crois que je représente, ont été présentés les premiers modèles d'ascenseurs et la marque, la firme Otis a proposé les premiers modèles d'ascenseurs. Alors je ne sais pas pourquoi mais cette idée m'a amusée ou m'a séduite et je me suis dit je vais caser une scène avec les ascenseurs, enfin les prototypes d'ascenseurs, bon, et ainsi de suite. Donc le petit monde de l'exposition universelle, c'est assez tentant quand on a envie d'écrire, ça donne envie de le représenter, de le faire vivre. Et c'était aussi pour moi l'occasion de faire vivre une certaine époque de la photographie parce qu'il y a plusieurs personnages de photographes qui interviennent dans l'histoire. C'est vrai que oui, c'est pour ça que je parlais d'écriture, peinture. Vous avez vraiment apporté un grand soin à donner à voir. Alors, soit on intervient des photographes et vous nous racontez ce qu'ils photographient, des peintres. C'est quelque chose dans votre esprit qui va ensemble, l'écriture, le visuel de l'écriture. Je pense que de toute façon, dans l'écriture, presque toutes les formes d'art sont convoquées, hein, toutes les formes d'art ou toutes les sensations, parce que ce n'est pas forcément de l'ordre de l'esthétique à chaque fois. Mais personnellement, bon, bien sûr, je m'intéresse à la peinture et aux arts graphiques, à la photographie ancienne, mais comme ça, en amateur, s'il y a une forme d'art à laquelle je me sens plus attachée, c'est la musique. Moi, je suis musicienne, alors c'est assez curieux que vous me disiez tout ce que vous me dites sur le visuel dans ce que j'écris, parce que en fait, pour moi, c'est plus auditif. Et je me sens donc un petit peu, là aussi, désemparée pour vous répondre. Mais ça doit être vrai, c'est juste que moi, je n'ai pas le recul nécessaire pour le dire. Autour de Dolmieux gravite toute une série de personnages aussi que vous avez identifiés, enfin, qui ont un caractère bien défini. Hein. Ils sont à la fois évanescents parce qu'ils apparaissent à certains moments et disparaissent, comme des personnages Hortense ou Valentine ou Anna. Tout un tas comme ça de personnages féminins qui gravitent autour de Dolmieux, mais avec vraiment une personnalité clairement identifiée. Et on les suit sur plusieurs années. Oui, en fait j'ai dû me discipliner et ce roman-là m'a fait du bien en me forçant à centrer autour d'un personnage unique, qui est le héros, toute une galerie de personnages satellites, mais plus ou moins importants, mais quand même secondaires. Et parce que ma tendance naturelle, comme celle de mon personnage, va plutôt vers le goût de la dispersion des choses en tas, des choses qui s'écroulent. Et j'ai plutôt tendance en général à créer des myriades de personnages qui tourbillonnent et dont il est parfois difficile pour moi de maîtriser justement le tourbillonnement. Alors là, dans le cas de l'atelier du désordre, il y a le désordre peut-être, mais il y a l'atelier aussi, et tout ça a été structuré et mis plus ou moins en
en ordre, ou tout au moins, c'est dépendant d'une structure. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la quantité des personnages, que j'aime beaucoup. J'ai un peu un goût de marionnettiste pour aller chercher des personnages, les faire venir faire 3 petits tours et puis qu'ils s'en aillent ensuite. C'est dans mon tempérament et ça fait partie des choses que si je voulais les détruire, je ne pourrais pas. C'est comme ça. Ça correspond un petit peu au rapport que Dolmieu a avec ses tableaux, parce que dans son atelier, il a toujours le tableau au centre qu'il est en train de peindre, et puis il y en a d'autres qui retournent, qui mettent dans un coin. Il y en a qui vendent alors qu'ils continuent leur vie, et puis parfois il les retourne, il va les montrer, comme ça. Les tableaux aussi font des apparitions furtives, ils vont, ils viennent. C'est vrai, mais dans le texte que je suis en train d'écrire actuellement, vous voyez, il tourne, ça rejoint un peu ce que vous dites, mais il tourne autour dans une ville du Nord d'un Jacquemart, avec les personnages qui apparaissent, qui disparaissent, et donc c'est un peu toujours le même principe, le même procédé. Et puis on a des personnages assez cocasses aussi. Vous parliez de l'histoire de l'ascenseur, c'est des paragraphes comme ça, c'est incongru qui arrivent et qui sont surprenants. Et il y a un personnage, j'ai envie de dire que c'est un personnage, assez cocasse, c'est le coq Gégène. Oui, parce qu'il y a un coq quand même, c'est beau un coq à peindre. Et puis il y a cette espèce de coq que vous faites apparaître et puis qui est le roi de sa basse-cour. Oui, mais alors là, quand j'ai présenté quand j'ai conçu le personnage de Dolomieu, je me suis quand même documentée, j'ai lu pas mal de choses sur les peintres de l'école de Barbizon. Même si Dolomieu est fictif, les personnages qui l'entourent sont eux bien réels. Et le coq, je ne dis pas qu'il s'appelait Gégène, ça je crois que c'est moi qui l'ai baptisé comme ça, mais le coq, il y a un peintre de l'école de Barbizon, un peintre animalier qui s'appelle Charles Jacques, qui élevait des animaux pour les peindre parce qu'il trouvait que c'était plus économique de les élever lui-même que de les acheter pour les peindre. Et il a notamment eu un élevage de faisans, parce qu'il voulait peindre des faisans, ce qui l'a entraîné à avoir un élevage de fourmis, parce que pour élever des faisans, il faut élever des fourmis, et ainsi de suite. Et le coq et la brebis d'ailleurs, parce qu'il y a une brebis aussi, ce sont des éléments que j'ai tirés plus ou moins des éléments biographiques que l'on peut trouver ici là concernant Charles Jacques, qui est relativement peu connu, mais sur lequel on trouve quand même des informations. Alors vous venez de révéler pour moi, ce qui a été un coup de théâtre, Dolmieu n'existe pas. Et moi je me suis complètement laissée prendre parce que j'ai essayé de faire des recherches. Au début je me suis dit mais pourquoi est-ce que c'est pas un tableau de Dolmieu en couverture? Alors, au début je croyais que c'était un de ces tableaux, je me suis dit c'est pas un portrait. Après je regarde la 4e couverture, j'étais déçue, mais non c'est pas du Dolmieu. J'ai essayé de chercher sur internet, dans les musées, sur Gallica, partout, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose de Dolmieu quelque part. Après, je me suis dit, bon, après tout, il n'est peut-être pas si connu, comme vous me dites qu'il ne voulait pas trop exposer. Alors j'ai cherché la faïencerie d'Auxonne, je n'ai pas trouvé non plus, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis je me suis rendue finalement à l'évidence, oui, tout est fictif. Oui, vous savez, je crois que vous n'êtes pas tout à fait la seule. J'ai plusieurs amis qui m'ont dit la même chose et qui m'ont presque sur un ton agressif, comme si je les avais emmenés en bateau et comme s'ils avaient eu le sentiment d'être manipulés, alors que moi, innocemment, je voulais juste créer un personnage et simplement le situer dans un décor qui a réellement existé. Bon, la France de la fin du 19e siècle, l'école de Barbizon. J'ai pensé qu'il n'y avait rien de criminel dans le fait de créer un personnage qui soit lui fictif et de le faire discuter ou vivre telle ou telle aventure avec. Bon, voilà. Mais soyez rassurés, vous n'êtes vraiment pas sûr d'avoir fait ça et moi je ne l'ai fait pas dans le but du tout de tromper. C'est un côté un peu joueur, tout simplement. Mais c'est complètement ce qui donne un charme supplémentaire à ce roman, c'est-à-dire qu'on se prend au jeu, vous dressez une toile comme ça avec des éléments très précis, temporalité très précise, des lieux très précis, des personnages aussi nettement dessinés, et on y croit, on se laisse prendre au jeu et on les voit. Enfin, j'irai à Barbizon là demain, j'essaierai de trouver des toiles de Dolmieu. Non mais vraiment, on a envie de fouiller dans son grenier après un roman. Ça m'étonne que vous n'ayez rien trouvé sur Dolomieu parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Dolomieu, mais c'est un savant naturaliste du XVIIIe siècle. Son nom m'a été inspiré parce qu'à Paris, quand je vais à Paris, je passe régulièrement rue Dolomieu et ce nom-là m'a plu. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la peinture en revanche.
Mais en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé que c'est là qu'il y avait vraiment cette construction très littéraire, c'est-à-dire qu'on y croit, on se prend au jeu, et puis on est épaté finalement de se dire mais non, en fait pas du tout. C'était une fiction, c'est bien un roman, c'est bien écrit, et on s'est malgré tout laissé prendre au jeu. Bon. Oui, pour moi, écrire, c'est créer des univers, hein, c'est créer des mondes, bien entendu, en prenant plein d'éléments dans le nôtre, mais c'est la démarche centrale de ce que je veux faire. Je vous invite vraiment à aller découvrir ce premier roman, parce que c'est un premier roman, L'Atelier du désordre, qui est vraiment très travaillé dans son écriture et qui donne vraiment à voir de très beaux paysages. Voilà, c'est un récit de vie, mais pas seulement. Je trouve qu'on a vraiment ce visuel qui est très 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 présent. Merci beaucoup Isabelle Dangy.